Bienvenue, cher auditeur, dans ce voyage apaisant à travers les brumes du temps. Alors que vous vous installez confortablement, laissez-moi vous emmener dans les rues pavées d'un Londres d'autrefois, où l'histoire nous attend pour nous raconter ses secrets oubliés. Cette histoire est conçue pour vous offrir un moment de calme et de détente, peut-être même pour vous accompagner doucement vers le sommeil, bercé par les échos du passé qui résonnent jusqu'à nous. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir, ou peut-être est-ce le matin ou l'après-midi dans votre coin du monde. N'hésitez pas à partager votre lieu et votre moment dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de voir notre communauté d'amateurs d'histoire se rassembler, peu importe les fuseaux horaires qui nous séparent. Si ces voyages dans le temps vous apportent sérénité et évasion, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques, conçues pour apaiser votre esprit et nourrir votre imagination. Maintenant, laissons s'évanouir les préoccupations de notre monde moderne et glissons-nous dans les rues brumeuses du Londres victorien, où deux réalités coexistent dans une même ville, séparées par quelques rues seulement. Le brouillard s'élevait lentement au-dessus de la Tamise en ce matin de 1852, enveloppant Londres dans son étreinte grise et humide. Ce n'était pas un simple voile de brume, mais un épais manteau jaunâtre, imprégné de suie et de fumée de charbon, que les Londoniens avaient surnommé le paix à souper pour sa consistance épaisse, comme une soupe au pois. Dans les quartiers ouest de Mayfair et Belgravia, les réverbères à gaz luttaient vaillamment contre cette obscurité, projetant des halos dorés qui éclairaient les façades élégantes des demeures aristocratiques. Ici, les rues étaient larges, propres, bordées d'arbres soigneusement taillés et de grilles en fer forgé protégeant des jardins privés où les premières fleurs printanières commençaient à s'épanouir malgré l'air vicié. « Emma, dépêchez-vous avec ce plateau !» Lady Harrington attend son thé depuis 5 minutes déjà, lança Mrs. Powell, la gouvernante à la silhouette austère, en réajustant son bonnet immaculé. Dans la cuisine souterraine de la demeure des Harrington, la jeune Emma Blackwood, âgée de 14 ans, s'affairait avec nervosité autour du service en porcelaine fine. « Oui, Mrs. Powell. »« Tout de suite » répondit-elle en vérifiant que tout était parfait. La théière en argent poli, les tasses délicates ornées de roses peintes à la main, les petits gâteaux disposés en pyramide sur une assiette de cristal, et le sucre en morceaux dans son récipient ouvragé. Emma gravit rapidement l'escalier de service, son corps frêle portant le lourd plateau d'argent avec une habileté née de la pratique et de la nécessité. Ses mains rougies par l'eau froide et les produits de nettoyage contrastaient avec la blancheur immaculée de son tablier fraîchement amidonné. Alors qu'elle émergeait dans le hall principal, la chaleur du feu de cheminée et la lumière dorée des lustres l'enveloppèrent, si différente de l'humidité froide des quartiers de service. Le tapis persane étouffait le bruit de ses pas, tandis qu'elle traversait le salon où Lady Harrington, vêtue d'une robe de soie bleu pâle, attendait en feuilletant distraitement les pages d'un magazine de mode parisien. « Ah, enfin, posez cela ici, Emma, et servez-moi. » « Mr. Harrington ne devrait pas tarder à rentrer de son club, » ordonna la maîtresse de maison sans lever les yeux. À seulement 3 miles de là, dans les ruelles tortueuses de Whitechapel et de Spitalfields, le même brouillard prenait une toute autre dimension. Il s'infiltrait dans les habitations surpeuplées à travers les fenêtres aux carreaux brisés et colmatés avec des chiffons, se mêlant aux odeurs nauséabondes des égouts à ciel ouvert et des déchets en décomposition. Ici, point de réverbère pour éclairer les passages sombres où des silhouettes furtives se hâtaient vers les ateliers insalubres ou les docks. Dans une cour intérieure humide, une femme émaciée étendait du linge qui ne sécherait probablement jamais complètement dans cet air saturé d'humidité, pendant que des enfants au visage noirci par la crasse jouaient avec des jouets improvisés à partir de débris. Le contraste entre ces deux mondes, séparés par quelques kilomètres seulement, était aussi brutal que définitif. Dans l'ouest,
Les Harrington et leurs semblables vivaient dans un confort ouaté, protégés par leur richesse des réalités crues qui définissaient l'existence dans l'East End. Sir William Harrington, banquier respecté et membre influent de plusieurs conseils d'administration, traversait chaque jour la ville dans son élégante calèche. Les rideaux souvent tirés pour ne pas avoir à contempler la misère qui s'étendait entre son domicile et la City. « Les affaires sont excellentes cette année, ma chère », déclara-t-il ce soir-là, en sirotant son brandy dans le salon richement décoré où Emma servait silencieusement le dîner. Les nouvelles usines dans le Nord nous rapportent des dividendes substantiels, et j'envisage d'investir davantage dans les chemins de fer coloniaux. Emma écoutait ces conversations tout en restant invisible, comme on l'attendait d'une bonne domestique. Née dans les taudis de Bethnal Green, elle avait eu la chance d'être placée en service à l'âge de 10 ans, échappant ainsi au destin de nombreux enfants des quartiers pauvres, les usines textiles, les mines, ou pire encore. Ces journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après que ses maîtres se soient retirés, remplies de corvées sans fin. Allumer les feux, nettoyer les cendres, polir l'argenterie, laver le linge, servir les repas. Son unique jour de congé mensuel lui permettait de rendre visite à sa mère et ses 2 jeunes frères, qui survivaient dans une pièce unique au 3e étage d'un immeuble délabré. Ce soir-là, alors que le brouillard s'épaississait encore, Emma fut envoyée porter un message urgent à la résidence voisine des Pemberton. En sortant dans la rue éclairée de Belgravia, elle resserra son châle élimé autour de ses épaules. Le message livré, elle s'accorda quelques instants pour observer la ville depuis ce quartier privilégié. Au loin, les lumières tremblotantes de l'East End semblaient comme englouties par la brume jaunâtre. Quelque part là-bas, sa famille s'entassait autour d'un maigre feu, économisant chaque morceau de charbon. « Mademoiselle, vous ne devriez pas rester dehors par ce temps », l'interpella un agent de police en patrouille, sa lanterne projetant un cercle de lumière dans l'obscurité. Les miasmes sont particulièrement nocifs ce soir. Le brouillard londonien n'était pas seulement un phénomène météorologique, il était devenu le symbole parfait de cette société stratifiée. Comme cette brume épaisse qui obscurcissait la vue et brouillait les contours, les conventions sociales et les préjugés de classe permettaient aux plus fortunés d'ignorer la souffrance qui se déroulait à quelques rues de leur demeure confortable. Le jeune Charles Harrington, fils unique de Sir William et Lady Harrington, en était l'exemple parfait. Fraîchement diplômé d'Oxford, il traversait parfois ces quartiers miséreux dans des fiacres bien fermés, considérant leurs habitants comme des créatures d'une espèce différente, presque étrangère. Ces gens vivent comme des animaux parce qu'ils n'ont pas l'ambition de s'élever, avait-il un jour déclaré lors d'un dîner, provoquant l'approbation polie des invités et le silence rigide d'Emma qui servait le vin. Le petit Thomas n'avait que 7 ans lorsqu'il fut vendu par son père, un ouvrier veuf de Whitechapel, à un maître ramoneur pour 5 shillings. Sa petite taille en faisait un candidat idéal pour grimper dans les conduits étroits des cheminées londoniennes. « Tiens-toi tranquille, gamin », grommela le maître ramoneur en poussant l'enfant dans le conduit sombre. « Si tu ne nettoies pas jusqu'en haut, pas de repas ce soir. » Thomas, les membres couverts d'écorchures et les poumons brûlés par la suie, s'efforçait de retenir ses larmes tandis qu'il se contorsionnait dans l'obscurité suffocante. Ses genoux et ses coudes saignaient, mais il continuait à grimper, sachant que son maître n'hésiterait pas à allumer un petit feu sous lui s'il refusait d'avancer. Dans les salons cossus de Mayfair, ces mêmes cheminées brillamment astiquées réchauffaient les invités des Harrington qui discutaient politique et affaires autour d'un thé servi dans de la porcelaine fine. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, le docteur James Bennet terminait sa journée auprès de ses patients fortunés. Contrairement à la plupart de ses confrères, il ne rentrait pas directement chez lui pour savourer un dîner bien mérité. À la tombée de la nuit, il troquait son élégante redingote contre un manteau plus sobre et se dirigeait vers les quartiers est de la capitale. « Docteur Bennet, Dieu vous bénisse d'être venu.
murmura une femme épuisée lorsqu'il franchit le seuil de son logement insalubre où son fils, un ramoneur comme Thomas, luttait contre une toux déchirante. La pneumonie noire, diagnostiqua-t-il gravement en reconnaissant les symptômes caractéristiques des ramoneurs dont les poumons se remplissaient progressivement de suie. Le docteur Bennett avait établi une petite clinique de fortune dans une ancienne boulangerie de Spitalfields. Il y consacrait 3 soirées par semaine à soigner gratuitement ceux que la société avait abandonnés. « Je ne peux pas sauver tout le monde », confiait-il parfois à Emma lorsqu'il croisait la jeune domestique chez les Harrington, « mais je refuse de fermer les yeux comme tant d'autres. » Ce soir-là, après avoir traité une douzaine de patients, il remarqua une agitation inhabituelle dans les rues étroites. Une femme venait de s'effondrer au coin de Commercial Street, prise de vomissements violents et de crampes abdominales atroces. Le médecin reconnut immédiatement les symptômes qu'il redoutait depuis des semaines. Le choléra venait de faire son retour dans les quartiers pauvres de Londres. L'épidémie se propagea comme une traînée de poudre dans les ruelles surpeuplées, où l'eau potable et les égouts partageaient souvent le même espace. « C'est l'eau », expliquait le docteur Bennett, à qui voulait l'entendre, s'opposant à la théorie dominante des miasmes. « Ce sont les pompes publiques qui transmettent en la maladie. » Mais peu l'écoutaient, et les autorités restaient nez sourdes à ces avertissements. La maladie ne tarda pas à franchir les frontières invisibles qui séparaient les quartiers, prouvant que même les murs les plus épais des demeures bourgeoises ne pouvaient arrêter complètement le fléau. Lorsque la fille cadette d'un membre du Parlement succomba à la maladie, l'indifférence générale commença enfin à se fissurer. Emma observait ces événements avec une lucidité douloureuse. Un matin, alors qu'elle polissait l'argenterie dans la salle à manger des Harrington, elle entendit Sir William discuter avec un invité des conditions déplorables dans l'East End qui menaçaient désormais la santé publique de tous les Londoniens respectables. Il faudrait peut-être envisager d'améliorer les canalisations dans ces quartiers, suggéra-t-il, non par compassion mais par crainte que la maladie n'atteigne sa propre famille. Emma serra les dents, pensant à sa mère et ses frères qui vivaient toujours dans une pièce humide de Bethnal Green, où l'eau devait être transportée depuis une pompe publique que le docteur Bennett soupçonnait d'être contaminée. Le petit Thomas, lui, ne verrait jamais les améliorations sanitaires que l'épidémie finirait par provoquer. Comme tant d'autres enfants ramoneurs, il mourut avant son 10e anniversaire, ses poumons définitivement détruits par des années passées à ramper dans l'obscurité des cheminées londoniennes. Son corps fut enterré dans une fosse commune, sans pierre tombale ni cérémonie. Le docteur Bennett, qui avait tenté en vain de le sauver, ajouta son nom à la longue liste qu'il conservait méticuleusement. Un registre des victimes invisibles de la prospérité victorienne, ceux dont la souffrance permettait au rouage de la plus grande ville du monde de continuer à tourner. Dans les salons feutrés de Westminster, un groupe d'hommes et de femmes déterminés se réunissait régulièrement autour de Lord Ashley Cooper, 7e comte de Shaftesbury. Ce soir-là, la discussion était particulièrement animée. « Messieurs, mesdames, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les conditions inhumaines dans lesquelles vivent nos concitoyens les plus vulnérables, » déclara Lord Shaftesbury en frappant doucement la table de son poing. Les rapports du docteur Bennett et de ses confrères sont accablants. Cette épidémie de choléra n'est que la conséquence prévisible de notre négligence collective. Autour de lui, des parlementaires progressistes, des médecins, des écrivains et des philanthropes hochaient gravement la tête. Charles Dickens, dont les romans avaient déjà mis en lumière la misère des classes laborieuses, prit la parole. Ce n'est pas seulement une question de charité, mais de justice. Nos rues regorgent d'enfants comme ce petit ramoneur dont vous parliez, docteur Bennett. Combien d'autres Thomas devront périr avant que nous n'agissions? Ces réformateurs sociaux formaient une armée pacifique mais déterminée, luttant contre l'indifférence d'une société victorienne obsédée par les apparences et le profit. Ils se heurtaient constamment à l'opposition des propriétaires d'usines et de logements insalubres qui voyaient dans chaque réforme une menace pour leurs revenus.
La résistance est féroce, soupira Edwin Chadwick, ancien secrétaire de la Commission des pauvres. On nous accuse d'interférer avec le libre marché, comme si la vie humaine n'était qu'une marchandise parmi d'autres. Pendant ce temps, dans la demeure des Harrington, Emma polissait l'argenterie quand elle entendit la sonnette de la porte d'entrée. Elle s'empressa d'aller ouvrir et se trouva face à une femme élégante d'une trentaine d'années, au regard vif et intelligent. « Bonjour, je suis Elizabeth Norton du Morning Chronicle. J'ai rendez-vous avec Madame Harrington », annonça la visiteuse avec assurance. Emma la conduisit au salon où sa maîtresse l'attendait. « Madame Norton est arrivée, madame », annonça-t-elle en s'inclinant légèrement. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, elle entendit la journaliste expliquer « Je prépare une série d'articles sur les conditions de vie des domestiques dans les grandes maisons londoniennes. » Cette simple phrase fit s'arrêter Emma dans son mouvement. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse s'intéresser à la vie des gens comme elle. Madame Harrington, visiblement mal à l'aise, répondit d'un ton guindé « Nos domestiques sont traités avec la plus grande considération, Miss Norton. » Emma peut en témoigner, n'est-ce pas? Prise au dépourvu, la jeune fille balbutia une réponse affirmative avant de s'éclipser. Mais plus tard dans la journée, alors qu'elle étendait le linge dans la cour arrière, Elizabeth Norton l'approcha discrètement. « Je m'intéresse à la vérité, pas aux apparences, » lui dit-elle doucement. « Si tu acceptais de me parler de ta vie, de ta famille à Bethnal Green, cela pourrait aider beaucoup d'autres personnes dans ta situation. » Emma hésita, partagée entre la peur de perdre sa place et le désir ardent que quelqu'un entende enfin son histoire. « Ma mère est couturière, » commença-t-elle timidement. « Elle travaille 16 heures par jour pour 3 pennies la chemise. Mes frères ont 7 et 9 ans. Sans mon salaire, ils ne mangeraient pas à leur faim. » Les mots se bousculaient maintenant, comme un barrage qui cède. Elle raconta les nuits passées à 6 dans une pièce unique, l'eau souillée qu'ils devaient nous boire, les rats qui partageaient en leur logis, et la toux persistante de son plus jeune frère qui lui rappelait terriblement celle du petit Thomas. Elizabeth écoutait attentivement, prenant des notes dans un petit carnet. « Ce que tu me dis est précieux, Emma. Les gens doivent te savoir. » Avant de partir, elle glissa sa carte dans la main de la jeune domestique. « Si jamais tu as besoin d'aide, ou si tu as d'autres choses à me raconter, tu peux me faire parvenir un message à cette adresse. » Ce fut le début d'une relation clandestine qui allait changer leur vie à toutes les deux. Dans les semaines qui suivirent, Emma devint les yeux et les oreilles d'Elizabeth dans le monde fermé de la domesticité, lui rapportant des témoignages qui nourriraient ses articles incendiaires. Les écrits d'Elizabeth Norton, comme ceux d'autres journalistes engagés, commencèrent à éveiller les consciences. Les romans de Dickens, les enquêtes d'Henry Mayhew sur les travailleurs londoniens, les rapports médicaux du docteur Bennett et de ses collègues formaient une masse critique impossible à ignorer. Lentement, très lentement, les choses commencèrent à changer. Le Parlement vota en 1853 une loi sur la santé publique qui donnait aux autorités locales le pouvoir d'améliorer les systèmes d'égouts et d'approvisionnement en eau. L'année suivante, une commission fut chargée d'enquêter sur les conditions de travail des enfants dans les mines et les usines. Un matin de printemps, alors que le brouillard se dissipait pour une fois, Emma accompagna Madame Harrington lors de ses courses. En passant devant une librairie, elle aperçut dans la vitrine le dernier numéro du Morning Chronicle, avec en première page un article d'Elizabeth Norton intitulé « Les invisibles de Londres, la vérité sur nos domestiques ». Son cœur se serra. Ses confidences avaient contribué à cet article qui faisait grand bruit dans la société londonienne. Certains employeurs, furieux de voir leurs pratiques exposées au grand jour, avaient congédié leurs domestiques à la moindre suspicion. D'autres,
touchés par ces révélations, avaient amélioré les conditions de travail de leur personnel. Dans l'East End, des changements modestes mais significatifs commençaient à se faire sentir. De nouvelles pompes à eau plus propres remplaçaient progressivement les anciennes. Des inspecteurs sanitaires visitaient les logements les plus insalubres. Des écoles du dimanche ouvraient leurs portes aux enfants travailleurs. Le docteur Bennett, qui avait tant lutté pour ces améliorations, pouvait enfin voir quelques fruits de son labeur. Un soir, alors qu'il terminait sa consultation gratuite à Spitalfields, il reçut la visite d'Emma, venue lui annoncer que son jeune frère respirait mieux depuis qu'ils avaient déménagé dans un logement moins humide, grâce à l'aide d'Elizabeth Norton. C'est comme si le brouillard commençait enfin à se lever sur Londres, dit doucement le médecin en regardant par la fenêtre. La brume londonienne était toujours là, épaisse et jaunâtre, mais à travers elle, on pouvait désormais distinguer de faibles lueurs d'espoir, comme des lanternes dans la nuit, guidant la ville vers un avenir un peu moins sombre.